qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez vu? We talked about training. Training, la formation, qu'est-ce qu'on a décrit? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que Francis a dit? He told us the different types of training. Yeah. He told us the method, the steps. We saw that training is being done first of all with respect to the strategy. Yes. It has to be linked with the strategy of the company, and we saw that it's done when there is a need as well. You don't just do training haphazardly. And we saw the different steps that unfold for training to take place. We saw What is the different step, please? starts from they have to first of all draw out the plan. And then we call it, well, we talk about engineering pedagogy. Engineering pédagogique and engineering de la formation. Yeah. The first one, engineering pédagogique, is the methodology to teach. Engineering de la formation is administration process to manage the training. Yeah. Okay. And we said that when you have put in place those ones, the next thing you need to know is who are those who are supposed to go on with the training. Yeah. And when you have known those who are supposed to go on with the training, and one of the things he emphasized was the fact that at every stage you have to let the administration or the head to always validate before you go to the next stage. And when that has been done, now you have the responsibility to prepare all the necessary facilities. Yeah. And in case you have to involve maybe trainers from within, or you have to give it out to a cabinet, all those things have to be put in place. And he also said after the training there needs to be an evaluation to ensure if the training was properly done. Doctor evaluation and show Evaluation à froid, and at the end of the process, we have to run what we call return investment process to be sure that the training deal with the target objective that we set before, and if there is impact, positive impact on the business, on the performance of the business. Okay. On va arriver à l'étape d'utilisation des différents outils. Nous allons reprendre toute la procédure décrite par Francis avec évidemment à chaque étape l'outil nécessaire. C'est notre méthodologie, n'est-ce pas? On a ensemble validé que dans le processus d'apprentissage, à chaque étape de la formation, nous décrivons toute la procédure de la fonction et à chaque étape de la procédure, nous mettons en place les outils nécessaires pour vous permettre d'utiliser directement ou immédiatement à la sortie de votre programme de formation. Alors, si Francis a dit qu'une formation est une réponse à un besoin précis, on est d'accord? Une formation est une hypothèse ou une solution à un ensemble de problèmes. C'est une solution parmi tant d'autres dans la gestion des ressources humaines. Mais la solution qu'on apporte doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise. Parce que si elle n'est pas alignée avec la stratégie de l'entreprise, elle ne peut pas avoir un effet direct et positif. Et si on ne ressent pas d'effet positif, à la fin, on dira que cette formation n'est pas productive. On est d'accord, même si on a appris quelque chose, mais est-ce qu'elle a un impact direct sur les activités? Ok? Au début du processus, qu'est-ce qu'on a au début du processus? Dans l'ingénierie de la formation, on a le besoin en lui-même. Le besoin en lui-même. Une fois que le besoin est fixé, évidemment, on a la collecte du... Il y a un besoin, ok? Mais pour que nous puissions rentrer en action, il faut que nous commençons le processus de collecte. Le besoin peut exister, mais si vous n'êtes pas de collecter le besoin, vous ne pouvez pas savoir vous en tant que responsable de la formation. On est d'accord? Donc, on va prendre à l'étape 1 la collecte des besoins. Dans l'ingénierie de la formation, la première étape est la collecte des besoins. Nous, en tant qu'administrateurs de la
formation. Ok? Alors, je vais mettre ingénierie de la formation. Ok? Bien. Alors, merci de me corriger dans le processus. On doit voir aujourd'hui la collecte. Ok? Et l'analyse, n'est-ce pas? L'analyse des besoins. Ok? Voilà. Ensuite, une fois qu'on a la collecte et l'analyse des besoins, qu'est-ce qu'on doit avoir normalement? Une définition des objectifs. Pardon? Les attentes. De quoi? Les attentes de qui? I think in that life will be what we expect to come out from the training. On n'est pas encore dans la formation. On est dans la définition, des objectifs et dans la définition des besoins et la définition des besoins en vue de l'élaboration du plan global de formation. Si vous n'avez pas de plan de formation, vous n'aurez pas de formation à la fin du processus. On n'est pas encore là. Oui. Attends, on ne se lève pas du coup, on vient, on dit, bon, voici les objectifs de formation. C'est aussi les formations. Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons? Pourquoi venons-nous fixer des objectifs de formation? On vient fixer des objectifs de formation parce qu'on a un besoin, qui a été identifié et que le besoin a été modélé dans un plan de formation qui a été approuvé par la hiérarchie. Et c'est à partir de cet instant qu'on peut maintenant mettre en place le cahier des charges et demander à ce que le cabinet ou nos ressources internes ou externes puissent dérouler cette formation. Évidemment, c'est dans le cahier des charges qu'on va préciser les différents objectifs. Mais aussi dans le plan de formation, on va préciser les différents objectifs. Donc, c'est pour cette séance, on va s'attarder sur la collecte des besoins, et on va aborder le plan de formation. Ensuite, élaboration du plan de formation. Voilà, élaboration du plan de formation. Ok? Une fois qu'on a l'élaboration du plan de formation, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pardon? On définit les charges liées à la formation. Ce que ça va nous coûter. C'est dans le plan de formation. Yeah. Cours, programme, tout ça c'est là-dedans. Dans le plan de formation. Le plan de formation est en réalité l'équivalent d'une feuille de route qui nous dit clairement les formations qui ont été approuvées, comment elles doivent être faites, quels sont les coûts, c'est les proportions, c'est tout un document complet. Même les personnes qui sont chargées. Bien sûr, bien sûr. Les personnes chargées, on peut ne pas les indiquer individuellement dans le plan de formation, mais on peut indiquer les unités des services, etc. À qui est destinée cette formation? Ok? La collecte, l'analyse des besoins, l'élaboration du plan de formation. Une fois qu'on a le plan de formation élaboré, approuvé, on va passer à quel stade? Oui, approuvé, validé. Ok? On passera à quelle charge, quelle étape? Une fois que vous avez votre plan de formation, vous ne tombez pas directement dans la mise en pratique. Si vous êtes administrateur ou responsable de la formation, vous n'allez pas vous-même animer toutes les formations. Vous ne pouvez même pas. Imaginez sur l'instant, vous êtes responsable de la formation dans une entreprise de télécommunication. Vous êtes aux ressources humaines. Vous êtes sûr que vous pouvez faire ce que les gars font au marketing, ce que les gars font au développement technique, à l'informatique et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez votre plan de formation, vous allez faire quoi? Chercher la personne qui va faire cette formation. Et pour que vous puissiez trouver la personne qui va faire cette formation, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Non, c'est pas votre recrutement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as dit que ça entre dans les valeurs. Tu as dit quoi?
On choisit les personnes qui sont habilitées à faire cette formation. Ouais, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Quand vous avez votre plan de formation, il y a un document que vous devez mettre en place qui va vous servir d'outil ou de support pour aller vers les cabinets ou les autres. Même en interne, si c'est un employé en interne qui doit le faire, il faut un support de base. Ah, on va voir le cahier de charge. Je sais que Francine va montrer ça. Voilà, on va élaborer le cahier de charge. Une fois qu'on a élaboré notre cahier de charge, ce cahier de charge va servir de quoi? C'est un peu comme un feuille de route qu'on va communiquer. On va communiquer aux entreprises pourvoyeuses de formation. Ok, c'est le cahier des charges qui va nous permettre, si évidemment on doit lancer des appels d'offres, c'est ce même cahier des charges qu'on va utiliser. Si on doit aller vers les cabinets individuellement, de gré à gré, c'est ce cahier des charges qu'il nous faut. Et même si la formation doit dérouler en interne, par un formateur interne, nous devons lui donner un cahier de charges. Une fois qu'on a le cahier de charges remis, approuvé, validé, le contenu qui est envoyé par les cabinets ou les agents de formation, on va maintenant passer à la phase d'exécution. Parce que ici, cahier de charge, dans cette partie, on suppose qu'on a remis, d'accord? Ok? Ensuite, il y a eu un retour, ok? On a approuvé évidemment les retours. Sinon, dans la classification des étapes, certains auteurs mettent par exemple l'élaboration du plan de formation, le cahier des charges, ok? Une fois qu'on a le cahier des charges, évidemment, on peut inverser. On peut inverser. C'est-à-dire qu'on peut avoir la sélection des animateurs ou la sélection des cabinets, et à l'intérieur duquel on met le cahier de charge, la validation du cahier de charge, etc., la validation de l'offre. Comme on peut mettre en place, une fois qu'on a fini l'élaboration du plan de formation, on peut rédiger les différents cahiers de charges. Puisque dans tous les cas, ces formations vont se faire. À chaque étape où vous devez dérouler telle formation, par exemple en mars, en avril, vous devez d'abord élaborer votre cahier de charge. Et ensuite sélectionner le formateur. D'accord? Vous êtes d'accord, non? Sélectionner le formateur. Ou cabinet de formation, d'accord? Ou cabinet. Ok? Le formateur peut être en interne comme il peut être en externe. Une fois qu'on a sélectionné le formateur, on va maintenant commencer la phase d'exécution. Ok? Exécution de la formation. D'accord? Exécution de la formation. D'accord? Dans l'exécution de la formation, on a la préparation. Ok? Vous êtes d'accord? On a la préparation. Dans la préparation, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'exécution, dans l'exécution de la formation, on a la préparation. On va contacter, une fois qu'on a sélectionné le formateur, on va lui donner les périodes, puisque dans le cahier de charge, dans le plan de formation, on a défini avec les départements les périodes d'exécution de cette formation. Ici, dans le plan de formation, vous avez la période. Ok? On va sélectionner le formateur dans l'exécution de la formation. On va avoir la phase préparation. Dans la phase de préparation ou la phase préparative, il va y avoir ce qu'on appelle l'étape de la communication. Ok? On a la communication envers les participants. Voilà. Là, vous avez préparation. On a la communication. Ok? On a, si la formation doit se faire en interne, il y a la mise en place
de la logistique. Voilà, vous avez compris maintenant. Généralement, quand les gens parlent, quand ce n'est pas des professionnels, en entreprise, vous voyez les gens qui font de la formation, mais souvent ce ne sont pas toujours des professionnels. Quand ce n'est pas des professionnels qui parlent de la formation, quand vous parlez, vous leur dites formation, voici la partie d'ivoire. Vous voyez, l'exécution. Aller informer les gens, mettre en place des salles, etc. Oui. Mais ça, ce n'est que 20 à 30% de tout ce qui se passe en amont. Si vous n'avez pas le plan, vous n'avez pas préparé les cahiers des choses, vous n'avez pas sélectionné les cabinets, les structures de formation, je suis désolé, vous ne pouvez pas arriver là. Ok? Donc, on va dans la phase de préparation, la communication, la logistique. Ok? Évidemment, pendant cette période, on interagit avec le fournisseur. Il y a la communication avec les participants, aller vers les départements, s'assurer, peut-être qu'on s'est dit avec le département marketing pour une formation sur la segmentation des produits pour les nouveaux venus, que la formation doit se faire en avril, on doit aller vers ce département, discuter avec les gars pour s'assurer la période, est-ce que cette période vous va, est-ce qu'elle ne vous va pas, on a dit en avril, d'accord. Parce que quand dans le plan, vous ne dites pas la date, vous faites les périodes de l'exécution. Est-ce que ça vous va? Oui, si ça vous va, d'accord, on valide. Et pendant que vous préparez avec le formateur ou le fournisseur ou le cabinet de formation les différents outils, il y a ce qu'on appelle la phase de communication. Vous devez informer plusieurs semaines avant le département et les personnes qui doivent participer. Vous devez leur envoyer, évidemment, si le cabinet d'information nécessite qu'ils aient des informations préalables ou ça peut être un document de présentation de tout du module de formation, d'accord, avec des informations complémentaires. Dans certains cas, l'entreprise envoie aux participants déjà une pré-formation, c'est-à-dire un résumé de la formation avec des exercices à faire pour mettre ces participants à niveau et leur permettre d'assister, si évidemment il doit y avoir des thèmes techniques un peu plus complexes. Ok? Dans le cas de la communication, là, est-ce que dans l'élaboration du plan de formation, on tient d'abord compte du département? Vous ne pouvez pas élaborer le plan de formation. Le plan de formation, vous le montez pour qui? Pour un département, non? Oui. Vous devez, c'est une communication permanente. Donc ça veut dire qu'avant même d'arriver là, la communication, voilà. Donc, ça c'est la communication dans la phase d'exécution. Oui. Mais dans l'élaboration du plan de formation, vous avez ce qu'on appelle une interaction avec les départements jusqu'à la validation. Déjà, même que le besoin, c'est ce département qui initie oui, le besoin. Par exemple, ça date peut-être pour le département, c'est mieux à sa période aussi. Il faut déjà que dans l'élaboration du plan de formation, vous sachiez cela. Ben oui, bien sûr. C'est ce qu'on est en train de dire. Bien sûr. Qui vous dit à peu près les périodes? Le département peut initier un besoin. Ok? L'entreprise, dans sa stratégie, peut initier aussi un besoin. Pour besoin de réorientation business stratégie, il y a des nouveaux produits, comment intégrer. Vous changez vous intégrez les formations. Mais pendant le processus de mise en place de votre plan de formation, les utilisateurs de cette formation, qui sont les départements, sont informés au fur et à mesure de la démarche. C'est-à-dire que vous ne vous asseyez pas dans vos départements et puis en tant que ressources humaines, vous faites un plan et vous proposez non. On va voir tout à l'heure dans la collecte des besoins. Ok? De la collecte des besoins, nous avons voyé l'interaction jusqu'à la validation du plan. La stratégie peut dire, nous allons à tel niveau, nous voulons ceci, mais un tiers de département peut te dire qu'en dehors de telle orientation, moi j'ai tel souci opérationnel. Donc il faut rajouter tel élément dans mon plan de formation. C'est nécessaire pour mes gars. Et c'est justifié parce que ça fait partie des besoins au quotidien du personnel. Ok? C'est bon? Donc on aura la communication dans la phase d'exécution, la communication avec les participants, la communication avec le cabinet ou le formateur. Ok? La communication avec tous ceux qui vont intervenir dans l'aspect logistique. Si la formation doit se faire en salle, il faut bien que vous validez cette salle.
Si vous faites ça dans votre département ou dans votre entreprise, vous irez voir l'unité d'équipe qui gère les salles, n'est-ce pas? Si vous devez utiliser des vidéoprojecteurs, après vous devez manger au restaurant, il y a tout un ensemble de choses où on doit vous porter les repas, vous devez aller voir les finances, préparer tout ça. C'est tout ça qui fait partie de la logistique. Ok? Une fois que vous avez préparé tous ces éléments, vous aurez maintenant, ici, ça sera 1, 2, vous aurez la formation proprement dite. Ok? Voilà la formation proprement dite. Dans la formation proprement dite, il y a l'avant. Là, c'est le jour de la formation. Ok? Dans la formation proprement dite, vous aurez ici ce qu'on appelle l'accueil. Ok? Ici, vous avez l'accueil. Ensuite, vous avez la présentation de la formation, l'animation. Ok? Vous avez l'accueil, vous avez l'animation. D'accord? Et ensuite, vous avez les différentes évaluations. Ok? Vous avez les différentes évaluations. Dans les évaluations, vous aurez l'évaluation à chaud. D'accord? Dans l'évaluation à chaud, vous évaluez, le formateur évalue les participants. Ok? Vous aurez aussi l'évaluation à froid. L'évaluation à froid, c'est quoi? C'est l'évaluation qui est faite après la formation. Et le délai est déterminé en fonction de la complexité de la formation. Vous apprenez à former les personnes en technique de conduite. D'accord? Si vous finissez de les former aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous allez les évaluer juste demain. Il faut bien qu'ils aient un temps de mise en pratique et d'adaptation. Vous pouvez dire, bon, on évalue dans 15 jours, par exemple, ou dans un mois. Ça, c'est l'évaluation à froid. Pour nous assurer que la formation qui a été faite, elle est positive, elle est bénéfique. D'accord? Mais si je vous donne une formation sur Excel niveau 2, l'évaluation à froid ne va pas attendre un mois. Excel niveau 2, vous le finissez aujourd'hui, demain, après-demain. Je peux évaluer avec des cas, je vous donne des cas à résoudre. On est d'accord? Donc, en fonction du type de formation, de la complexité de la formation et de la spécificité de cette formation, le délai d'évaluation peut être long ou court. Oui? Like, is there any repercussion on an employee who attends a training? Yeah. And then at the end of the day, in terms of evaluation, the person is like, I really didn't retain anything in that thing. I don't know what to write. Does the company have any? It is possible. When you have one guy, you have just to refresh this guy, okay? But if it is maybe 50% or 60% of the participants who told you that we not return anything, there is a problem. There is a problem. That's why we have two kinds of evaluation. The evaluation of the participant and the evaluation of the trainer. Ok? Bien. Alors donc ici, dans l'évaluation à chaud, évidemment, il y a les participants qui sont évalués et il y a les formateurs aussi. L'évaluation à froid, c'est l'évaluation qui se fait après la formation. Je peux dire ça peut aller une semaine, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, etc., selon la complexité. Pour nous assurer que cette formation a évidemment un impact positif sur le comportement. C'est-à-dire que ça a permis de changer un peu la manière de faire les choses. Ok? D'accord? Donc c'est toujours les ressources humaines qui évaluent aussi Quelles ressources humaines? le formateur. Le formateur, qui l'évalue alors? Qui fait l'administration de la formation? Qui gère la formation? Les ressources humaines. Qui gère la formation? Le DRH. Non, ce n'est pas le DRH qui gère la formation. La formation est gérée par celui qui est en charge de la gestion de la formation, qui peut être le responsable de la formation, qui peut être l'assistant qui joue le rôle de chef du personnel, qui peut être le chef du personnel, qui peut être le responsable des ressources humaines, qui peut être le DRH. L'évaluation ou la personne qui est en charge de l'administration de la formation.
était faite à froid. Non, je veux dire après la formation. Je ne savais pas qu'elle était faite aussi. Elle posait être faite par Il est fait à chaud. Quand la formation est terminée, on remet aux participants des formulaires. Oui. On remet aux participants des formulaires qui évaluent. Ici, à la fin de la formation, dans l'évaluation à chaud, le formateur évalue à chaque étape. Vous êtes d'accord avec moi que dans le processus que nous faisons, de formation globale que nous faisons, à chaque module, nous faisons une évaluation. Ça, c'est une évaluation à chaud. Voilà. À la fin du processus, on va vous donner des formulaires pour nous évaluer. Okay? Mais ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque module de formation, autant les participants sont évalués, autant le formateur est évalué. Et normalement, si c'est un atelier ou un séminaire de formation, chaque journée, à chaque fin de journée, une évaluation est faite. Le formateur est évalué. Ça permet au formateur de recadrer automatiquement avant le jour suivant. Ok? Ça va? Donc la formation proprement dite, on a l'accueil, on a l'animation, on a l'évaluation. L'évaluation à chaud, l'évaluation à froid. Ok? L'administration de la formation peut se faire par tout le monde, pourvu qu'on soit assez précis, assez méticuleux, ok? Et qu'on soit bien organisé. Parce que si vous ratez une seule étape, imaginez simplement dans la préparation, d'accord? Dans la préparation, vous devez mettre en place la salle, préparer la salle, le vidéoprojecteur, toute la logistique, d'accord? Vous partez d'ici pour une formation à Kribi, vous oubliez votre vidéoprojecteur, votre flipchart, et vous arrivez, vous n'êtes pas à Kribi, vous êtes dans un petit coin de Kribi, et peut-être quand vous allez pour une formation, dans un endroit où vous n'avez même pas d'électricité, vous partez avec un groupe électrogène. Mais le groupe électrogène, vous avez laissé dans le coffre de notre voiture à Douala. Et vous êtes déjà dans le coin à Kribi. Vous faites quoi? Donc ça demande une organisation particulière. Alors tout à l'heure, nous allons continuer avec la collecte des besoins. Et puis, on va voir le brief sur les différents points du cahier du plan de formation. On va reprendre maintenant de façon opérationnelle avec la collecte des besoins. Ok? Alors, quand vous entendez collecte de besoins, ça vous ramène à quoi? Nous avons plusieurs approches pour capter les besoins en formation. Les besoins en formation ne sont pas juste les besoins exprimés par un supérieur hiérarchique. Les besoins en formation, la collecte commence d'abord par l'observation de la performance globale de l'entreprise. Les performances par unité, par service, par département, par individu. Et la performance par l'individu s'apprécie à partir de son contrat de performance et son évaluation annuelle. Ça, c'est le premier point. L'évaluation annuelle nous permet de détecter, de capter les besoins. Les faiblesses, évidemment, de l'employé. À partir des faiblesses de l'employé, son manager, son supérieur hiérarchique peut faire des recommandations sur les points d'amélioration. On est d'accord? Donc, on a, premièrement, le contrat de performance. On a aussi, deuxièmement, les rapports de qualité. Prenez par exemple les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. Ok? Vous vous imaginez, vous êtes peut-être dans la construction automobile, et il y a une série de voitures qui sortent avec la peinture mal faite, etc. Il y a des trucs qui ne vont pas. Ok? Vous n'allez pas attendre en fin d'année pour pouvoir diagnostiquer. Automatiquement, le rapport qualité vous permet de faire un stop, voir quel est le problème, et si le problème est lié à un manque de compétences ou une défaillance de compétences, vous devez automatiquement mettre en place un processus pour corriger cela. On est d'accord? Deuxième point, les rapports qualité, qui sont très importants pour capter le besoin réel. Troisième point, on a l'orientation stratégique de l'entreprise. L'orientation stratégique de l'entreprise. Qui parle d'orientation stratégique parle de la définition exacte de la manière dont l'activité doit se pratiquer dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Ok? C'est des précisions très claires pour être aligné
avec la vision de la stratégie d'entreprise, il faut que les compétences des employés soient aussi alignées pour répondre aux objectifs. Je prends un exemple simple. Nous sommes une entreprise de formation, d'accord? Ok? Nous sommes une entreprise de formation. L'entreprise de formation fait des formations de classe. Aujourd'hui, l'entreprise de formation, le cabinet HSPR dit, dorénavant, pendant nos séminaires de formation, nos sessions, comme vous le faites en ce moment, tous ceux qui sont inscrits ne doivent pas être obligés de se déplacer. Ils pourront le suivre en ligne, pour leur vidéo téléchargée ou par e-learning. On est d'accord? Ça sous-entend que le cabinet, pour répondre à, pour évidemment, pas répondre, mais pour respecter cet engagement qu'il prend avec ses clients, le cabinet doit se doter de compétences pour faire la mise en ligne, la numérisation, la partie intégrée multimédia de cette formation. On est d'accord? Mais ce n'est pas toujours vrai que le formateur classique puisse utiliser ces outils de nouvelles technologies. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sous-entend qu'il faut une technologie, il faut mettre en place des compétences. Évidemment, si l'équipe dirigeante ne suit pas l'orientation stratégique que le cabinet s'est fixée, à un moment donné, le cabinet sera, les services seront en déphasage avec la communication qu'on fait avec la pub, avec la stratégie. Hein? On est d'accord? On dit à nos clients, apprenez de chez vous. Restez chez vous et la formation vous rejoint. Nous venons avec la formation chez vous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Nous vous apportons la formation chez vous. Plus besoin de vous déplacer. Plus besoin de braver les embouteillages pour être à nos cours. On est d'accord? Non, on est arrivé à ce pari, là. Oui ou non? Voilà. Mais pourquoi on arrive à ce pari? Il faut bien qu'on mette en place un certain nombre d'outils techniques, et ces outils techniques nécessitent de la compétence additionnelle. Donc, si l'équipe des experts ne maîtrisait pas les réseaux sociaux, les multimédias, la mise en ligne des vidéos directes, etc., vous ne serez même pas en mesure de regarder ces vidéos et partir même du montage, ne serait-ce que de ces vidéos, avec les supports qu'on y met, etc. Donc, je disais, premier point, on a la qualité. Deuxième point, on a l'évaluation de l'employé au quotidien, parce que la qualité c'est au quotidien. Une fois que la qualité change, une fois qu'on a des dysfonctionnements au quotidien, il faut voir si c'est des problèmes de compétences directes. Ok? Si c'est lié à la compétence, est-ce qu'on doit former? Si oui, quel type de formation? Est-ce un accompagnement, un coaching? Est-ce une formation de classe? En fonction de la complexité du besoin, on met en place la méthode qu'il faut. Si c'est une formation, un vrai apprentissage, vous êtes d'accord avec moi? Si c'est un vrai apprentissage, des nouvelles peintures sont arrivées, des nouveaux outils sont arrivés, et les gens n'ont pas la maîtrise de ces nouveaux outils, on leur a fait comme ça. Vous ne pouvez pas. Dans ce cas précis, c'est un réapprentissage, puisque ces outils ne travaillent pas avec habituellement. Mais si c'est des outils qu'ils utilisaient, mais avec des mises à jour, vous n'êtes pas obligé de les sortir de là pour les mettre en salle. C'est juste un accompagnement au quotidien avec un consultant sur place et ça passe. Ok? Donc on a ces éléments. Ensuite, on aura maintenant en quatrième position les fiches de collecte de besoins. Donc, en dehors de ces trois pistes de collecte, chaque année, le département ressources humaines ou l'unité de formation va mettre en place la période de collecte de besoins. Des fiches seront envoyées aux différents chefs de département, aux différents managers, et les fiches seront aussi envoyées aux collaborateurs, aux employés. D'accord? Ces fiches sont remplies par les deux entités, c'est-à-dire l'employé, le collaborateur et son supérieur. Pour la simple raison que ça permet de faire un équilibre. Le superviseur peut vous dire, moi j'ai besoin de temps pour mes employés, mais à l'intérieur de laquelle vous vous rendez compte qu'il y a des compétences basiques que les gens ne maîtrisent pas. Un employé peut être en retard dans la rédaction de ses rapports parce que simplement il ne maîtrise pas Excel ou PowerPoint.
Mais ça, il ne va pas le dire au quotidien, il ne va pas en parler à tout le monde. Parfois, c'est frustrant. Vous comprenez? Il y a l'ego. Il ne va jamais dire à son boss, j'ai tel problème. Mais son boss va vous dire, il faut qu'on le forme en technique d'organisation, de gestion du temps. Parce qu'il est toujours en retard. Son boss va penser que c'est le temps, il ne sait pas s'organiser. Mais en réalité, la compétence, le problème n'est pas là. Le problème est tout autre. C'est que les outils qu'il utilise, il les maîtrise pas totalement. Ça fait un peu pour un travail qui va nécessiter 1 heure, mais il va mettre une demi-journée. C'est ça la réalité. Donc, quand vous envoyez la fiche au supérieur hiérarchique, la fiche au collaborateur, les deux vont vous dire voici mes besoins, et quand vous croisez ces données, vous allez croiser les données de la fiche de l'employé, les données de la fiche du supérieur, et l'orientation que le chef du département, le département marketing ou le département relations clients, le chef du département vous dit cette année, je souhaiterais que mes gars puissent vraiment utiliser les outils des réseaux sociaux pour capter les nouveaux clients. D'accord? Mais à l'intérieur, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne maîtrise même pas l'Internet proprement dit. Donc il y a le besoin global orienté, département, il y a le besoin spécifique individuel. Ok? Et ces besoins-là, vous allez les comparer à l'orientation stratégique. Donc dans les cas où vous allez percevoir de façon palpable pourquoi l'orientation stratégique de l'entreprise est critique, est fondamentale dans la prise en compte des besoins de groupe et des besoins personnels de formation. Prenons un cas. Nous avons une entreprise de télécom, d'accord, qui fait de la communication, ok, GSM. Cette entreprise, dans sa nouvelle orientation, dit à le conseil d'administration dit au directeur général et à moi, au chef de département, d'ici 2-3 ans, ok, notre orientation ne sera plus, notre activité corps, activité principale ne sera plus les appels GSM. Le GSM va devenir 10, moins de 10%, ok. Notre activité principale, notre cœur de métier va se déplacer vers la monétique mobile, ok, la finance mobile. Et vous, qu'est-ce que vous faites? On vous dit dans un proche avenir, c'est-à-dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous, en tant que chef de département technique, vous faites un besoin, vous faites une demande au département de formation ou au département de ressources humaines, et vous leur dites, je souhaiterais que mes gars aillent se former en Suède, chez Nokia, ok, par exemple, ou je souhaiterais qu'ils aillent en Chine, chez Huawei, par exemple, chez l'équipementier Huawei, qu'ils aillent se former en technique. Vous demandez à ce qu'on vous envoie vos gars chez l'équipementier de téléphonie, de l'équipementier matériel téléphonique, Huawei, en Chine. Vous avez 3, 4, 5 gars qui doivent aller en Chine, d'accord? Vous envoyez le besoin et le responsable de la formation envoie peut-être le besoin à son DRH. On vous répond en vous disant que la stratégie ne nous permet pas de prendre en compte cela, ces besoins-là. Parce que la stratégie de notre proche avenir nous amène vers la monétique. Vous comprenez? Le besoin il est réel. Ils ont besoin d'apprendre à maîtriser les nouveaux téléphones, etc., etc. Mais comme l'activité va descendre jusqu'à moins de 10% en termes de rentabilité, bon. Mais par contre, s'il avait demandé que ces gars aillent se former en technique monétique, des nouveaux outils de la gestion des opérations monétiques, etc., ou des échanges mobiles, de la finance mobile, je crois qu'on lui aurait dit OK, on pourrait valider. Le besoin opérationnel, il est là, c'est vrai, ils ont besoin de maîtriser les nouveaux téléphones qui sortent, etc. Mais le besoin en termes stratégiques voudrait que cette activité, on la tue au fur et à mesure pour passer à une autre activité qui est plus rentable, plus lucrative, et c'est ça l'avenir. Donc vous comprenez? Donc, même si le chef du département a rempli la fiche du département qui vous dit voici mon besoin, il vous envoie un courrier, voici mon besoin, mais le besoin stratégique, l'orientation stratégique va primer sur tous les autres besoins. Ok? Donc le premier
grand besoin, c'est le besoin, en guillemets, stratégique. Si la stratégie ne répond pas, ne valide pas, vous ne pouvez donc, ça veut rien dire faire. que si le besoin n'impacte pas sur Eh bien, la stratégie. oui, oui, c'est même pas la peine. Mais par contre, si vous dites à quelqu'un, tel employé a un petit souci de maîtrise de PowerPoint, qu'on change d'activité, qu'on parte sur la téléphonie mobile, pardon, la finance mobile, la monnaie électronique, ok, ou qu'on fabrique des avions. Vous allez faire des présentations, je ne sais pas comment. Ça veut dire que ce besoin est un besoin lié à l'activité même en entreprise. C'est incontournable, indéniable. Ok? On est d'accord? Donc, en fonction de, premièrement, de l'alignement du besoin avec la stratégie, ça c'est un. Et deuxièmement, en fonction de la sensibilité ou la criticité de ce besoin dans le travail au quotidien, on va pouvoir décider oui ou non. Et il y a le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est le budget disponible pour les formations. Vous savez que les budgets, il y a le budget global, mais le budget est sectionné par département. Vous le savez? Vous avez un budget global, une enveloppe globale de formation, mais vous avez, ce budget est sectionné par département. Et on vous dit que vous ne pouvez pas dépasser un tel budget. Ça sous-entend que si vous voulez aller en France pour une formation qui va coûter 4, 5, 6 millions, par contre, à côté de vous, il y a 10 collaborateurs qui ont besoin d'une formation qui va coûter 2, 3 millions. Il y a des moments où il faut faire un choix stratégique. Hein. C'est ça. Si vous seul vous devez étudier le besoin, le budget de 10 personnes, est-ce que vous êtes sûr que cette formation que vous allez faire va impacter directement toute l'activité? Parce que si vous devez aller faire cette formation en France ou en Europe et revenir former tout le monde, ça c'est bon. Mais vous partez pour une formation pour votre travail au quotidien, alors qu'il y a 10 collaborateurs qui ont besoin d'une formation qui leur permette de vraiment développer leur capacité à travailler. Il y aura un choix à faire. Et vous serez confronté à ces situations. Un chef de département vous dira, j'ai besoin de telle formation. Oui, il a besoin de telle formation, vous pouvez le voir. Même si c'est un chef de département, il y a des manières polies. Vous devez regarder son besoin et qu'il fasse le besoin écrit. Vous regardez le besoin, vous regardez le plan de formation, vous analysez, vous comparez le besoin avec l'orientation stratégique. Est-ce qu'il colle, est-ce qu'il ne colle pas? Et vous regardez sur le marché si cette formation ne peut pas se faire par des cabinets sérieux. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce qu'on doit se déplacer, aller en France pour aller faire une formation sur Excel. Mais oui! Mais oui! Par moment, vous serez obligé de mettre en pratique votre capacité de leader à convaincre les gens de façon, les anglophones disent de façon soft, de façon, comment on dit ça en français? C'est pas poli. On vous dit Subtil. Subtil. De façon subtile à dire non. Merci Francis. De façon subtile à dire non à ce monsieur qui va aller se balader en France en réalité. Et très souvent, vous allez voir des gens qui vont vous dire, je souhaiterais faire telle formation. Et voici la période. J'ai même trouvé le formateur, l'entreprise qui forme. Et je vous demande, chaque fois que vous avez ce genre de cas, vérifiez avec l'administration du personnel quels sont ces jours de congé. Vous allez voir que la période de la formation tourne autour des congés. Et généralement, la formation vient avant les congés. Et vous lui payez le billet d'avion pour aller faire ces congés en fait. C'est ça la réalité. Et comme vous n'aurez pas un budget illimité, la formation c'est un budget qu'on vous remet, un budget restreint. Toujours, ce que c'est. On considère la formation, normalement la formation est un investissement, mais les chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise, d'entreprises locales continuent de voir la formation comme une charge. Mais en fait, la formation c'est un investissement. Et croyez-moi, pourquoi un chef d'entreprise vous dit, ok, prenez 2-3 millions, allez-y faire une formation. C'est difficile, hein?
c'est difficile parfois, vous détectez en tant que professionnel, vous détectez qu'il y a un besoin. Vous allez pas remonter, on vous dit bon ok on voit ça après, mais en réalité c'est un problème commun. Alors je vais vous remettre deux fiches ici. Vous allez voir la fiche supérieure hiérarchique, ok, N+1, ça peut être N+1 ou N+2 parfois. Parfois le chef du département dit qu'on lui envoie les éléments, il donne une orientation globale, ok. Mais l'idéal c'est que chaque superviseur ou manager donne ses besoins et que le collaborateur aussi vous donne un besoin. Ça vous permet d'avoir deux besoins et vous confrontez déjà les deux besoins qui vous permet de tirer le juste milieu. Et parfois, il va vous arriver qu'il y ait un grand écart entre le besoin du supérieur et le besoin de l'employé. Et ces écarts dénotent du fait que le supérieur et le collaborateur ne travaillent pas en synergie. Parce que quand ils travaillent en synergie, le supérieur hiérarchique, son rôle, c'est de conseiller, d'orienter son collaborateur afin de développer ses compétences. Ok? Et s'il ne le fait pas de façon permanente, s'il ne travaille pas au quotidien, les deux auront des besoins totalement opposés. Hein? Quand il dit diamétralement opposés.